Voilà, donc moi, en fait, je suis radiologue, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, les lymphatiques, c'est compliqué. Hein, il y a, donc, en gros, les vaisseaux artériels, c'est pas très compliqué. Je parle de point de vue anatomique. Les vaisseaux veineux, un peu plus, il y a des variantes. Les lymphatiques, c'est absolument extraordinairement compliqué. C'est ce qui en fait l'intérêt. Alors, historiquement, comment on regardait les vaisseaux lymphatiques? On faisait des trucs qui étaient vraiment extrêmement invasifs, très complexes. On allait choper les lymphatiques au dos du pied. Pour ça, on disséquait les lymphatiques qui sont tout petits. On les cathétérisait. Moi, j'ai fait ça il y a très, très, très longtemps. À titre diagnostique, ça ne se fait plus du tout. Évidemment, on fait des scintigraphies. Alors, scintigraphie, comme toujours, d'un point de vue fonctionnel, c'est intéressant, mais d'un point de vue spatial, ce n'est pas terrible. Et moi, ce que je vais vous montrer, je ne parlerai pas de ça. On pourrait éventuellement en discuter, c'est compliqué. Je vais vous parler d'une seule technique, une technique toute bête, c'est de l'imagerie par résonance magnétique. Et dans cette imagerie par résonance magnétique, on fait une séquence particulière qui va faire que le signal des fluides qui circulent lentement, et lymphatique pour ça, c'est parfait, vont être privilégiés par rapport à tout le reste. Donc, on va... Alors, l'intérêt de cette technique, on a bien compris, on n'injecte rien du tout. Hein, c'est vraiment ça, c'est du contraste spontané. Ça, c'est un monsieur, oui, ou une dame, je ne sais pas d'ailleurs. Et très clairement, c'est très anormal. Si vous n'avez pas trop l'habitude, tout ce qu'on voit, tous ces trucs-là sont des vaisseaux. C'est des vaisseaux lymphatiques très anormaux, hein, complètement dilatés. C'est juste pour vous montrer avec une seule image que des pieds quasiment jusqu'à la tête, j'aurais pu mettre la tête avec, en un petit quart d'heure, en 10 minutes, si on se presse un petit peu, on obtient une représentation qui est pas mal. Si j'agrandis, cette fois-là, j'ai beaucoup agrandi, on est au niveau d'un genou. Vous voyez, le genou, on le reconnaît parce qu'il y a des ménisques qui sont là, une bourse qui est là. Donc ça, c'est de nouveau des vaisseaux lymphatiques. On les voit quand même très, très bien. Évidemment, dans ce cas-là, c'est des vaisseaux lymphatiques dans le cas d'une maladie hyperplasique. Lymphatique, ça n'a pas cette taille-là normalement. Mais voilà, pour vous montrer que, de nouveau, hein, j'insiste là-dessus, sans aucune injection, simplement parce que cette séquence, eh bien, elle se débrouille pour tout ce qui n'est pas de liquide, n'est pas de signal. Donc, le seul endroit où vous verrez du signal, c'est là où il y a du liquide. Ça, c'est une bourse au niveau du genou, normal, il y a du liquide, il y a un petit peu de liquide dans le genou, et puis ailleurs, il n'y a pas de liquide. Hein. Et donc, le seul endroit où il y a du liquide non circulant, il y a du liquide dans les veines et les artères, bien sûr, mais ça bouge, donc on ne le voit pas, et c'est dans les lymphatiques. Donc, voilà, en résumé, j'insiste, c'est vraiment pas invasif, signal élevé des liquides stationnaires, c'est ce qu'on cherche à illustrer. Alors, bah, après, promenade, hein, je vais vous en montrer quelques images parce qu'il y a des lymphatiques à peu près partout dans le corps. Il y en a même dans la tête, on a longtemps cru qu'il n'y en avait pas dans la tête. En fait, il y en a dans la tête. Ils sont durs à imager, mais il y en a absolument partout. Et donc, bah, comme il y en a partout, il y a des maladies lymphatiques partout, mal connues, rares. La plus fréquente, c'est très clairement le lymphodème. Et donc, bah, cette technique d'imagerie va nous permettre de faire un diagnostic positif. Je vais vous montrer des images, de coter la sévérité, de chercher une atteinte contralatérale, de faire un diagnostic différencié avec d'autres pathologies. Je vous montre. Bah, voilà une dame assez jeune qui clairement, tiens, pourquoi c'est tout seul, bizarre, qui clairement a un lymphodème très considérable du membre inférieur gauche, vous voyez, qui est très marqué. Donc, en lympho, donc de nouveau, hein, le seul endroit où on aura du signal, c'est là. Oui, d'accord. Il y a un truc automatique de passage. C'est pas grave, je vais me battre avec. Non, je ne crois pas. En fait, ça passe tout seul. Regardez, je fais rien, je suis sûr que ça va passer. Non, peut-être. Bon, c'est moi qui appuie pas bien, peut-être. C'est possible. Hein. Bon, anyway. Vous avez vu l'image clinique, vous remarquez donc la correspondance. Alors, pourquoi on a beaucoup de blanc? Bah, parce qu'il y a un lymphodème. Et qui dit lymphodème dit quand même qu'il y a du liquide, et donc on a cette représentation. Et on se rend compte qu'il y a un lymphodème contralatéral. Là où c'est intéressant, certes, hein, on est dans des niveaux de résolution qui ne sont pas parfaits. Hein, les images qu'on a vues avant sont vraiment considérablement meilleures. Non, je ne fais rien. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais plus. Elle ne veut pas revenir en arrière. Le fou. Alors, peut-être avec ça.
Désolé. Ah, mais là, je suis complètement coincé. C'est bizarre. Ah, attendez, il y a un machin. Hop. C'est la flèche de gauche. Oui, je sais bien que c'est la flèche de gauche. Mais, je m'en doute. Oui, c'était ça que je voulais, mais j'appuyais dessus, ça ne marchait pas. Mais peut-être que je n'appuyais pas sur la borne, on ne sait pas. Donc, où en étais-je? J'en étais à dire que, vous voyez que dans ce cas-là, mais cette dame, elle était très malade, il lui manque beaucoup de vaisseaux lymphatiques, on devine un tout petit peu, et on se rend compte en dessous qu'il y a un lymphodème qui est généralisé et qui va jusqu'au dos du pied. On peut faire aussi des coupes transversales plus banales hein, qui nous permettent de documenter ce lymphodème qui est particulièrement caractérisé par le fait que les lymphatiques, ils sont superficiels. Et donc, le compartiment profond, vous voyez, le compartiment musculaire n'est pas du tout atteint et simplement, on a une atteinte très marquée du compartiment superficiel. Donc, d'autres exemples avec de nouveau un lymphodème assez massif et l'étude de ses conséquences. Alors, plus intéressant, c'est que finalement, et c'était vraiment quelque chose d'original, ça nous permet de classifier des lymphœdèmes. Et en gros, les lymphœdèmes, il y a des lymphœdèmes c'est presque toujours, il y a presque toujours une origine congénitale qui peut se révéler à un âge très avancé. Il y a des gens il y a des gens qui vont avoir une aplasie des vaisseaux lymphatiques du côté gauche et qui vont révéler leur maladie à 75 ans. C'est possible. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est de voir si on est plutôt sur le versant hypoplasie-aplasie ou sur le versant hyperplasie ou sur le versant système normal. Système normal, quand je dis système normal, en fait, c'est aujourd'hui, on n'est pas capable de voir des anomalies. Il y a sûrement des anomalies, mais on ne les voit pas. Donc voilà, par exemple, un exemple assez caractéristique, c'est donc de ce côté-là, on a des vaisseaux lymphatiques normaux, ça c'est des ganglions, vaisseaux lymphatiques, et de ce côté-là, on a juste rien du tout au niveau canalaire et au niveau ganglionnaire. Vous voyez, on a des ganglions de ce côté-là et rien de ce côté-là. Donc ça, c'est un exemple tout à fait caractéristique d'aplasie du système canalaire et ganglionnaire avec un lymphœdème du côté qui est atteint. Et on l'oppose, vous vous rappelez celui-là, je vous remonte, hop, celui-là, voilà, ça c'est à peu près normal, on va dire, un petit peu hypoplasique, là, aplasique, et évidemment, par opposition, celui-là, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'il y a un petit peu trop de vaisseaux lymphatiques et beaucoup trop gros. Donc ça, c'est une maladie hyperplasique, dysplasique du système canalaire lymphatique. On est comme ça. Pourquoi ça, je ne sais pas. Et en dessous, vous voyez, au niveau des jambes, des genoux, au niveau des genoux qu'on repère bien, vous voyez que les vaisseaux lymphatiques sont considérablement dilatés, qu'il y a un petit lymphœdème. Et qu'en périphérie, on est jusqu'aux pieds, vous voyez, les pieds sont là, et on voit encore des lymphatiques quand même en distalité. On les voit assez loin. Et finalement, on arrive, alors, avec les coupes natives, on a une résolution qui est de l'ordre du un peu moins que le millimètre. Donc, c'est pas trop affreux. Et puis, on complète par des coupes plus banales, pas du tout résolues, qui montrent l'épaississement du plan cutané. Alors, pareil, ça va nous permettre de voir des vrais lymphatiques. Et de temps en temps, vraiment, ces maladies lymphatiques sont terriblement complexes. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de canaux lymphatiques. C'est remplacé par des trucs bizarroïdes qu'on pourrait appeler lymphangiome ou je ne sais pas quoi. Au niveau du membre sup, voilà un exemple. Je vous avais montré l'exemple clinique au niveau du membrane. Voilà ce que ça peut donner. Vous savez, tout le monde a en tête dans les vieux livres de médecine ou dans les vieilles revues ces éléphantiasis, c'était ces gens qui avaient des lymphœdèmes qui ont duré tellement longtemps qu'ils finissent par avoir un plan cutané qui est complètement pathologique et qui ressemble à de la peau d'éléphant. Vous voyez ce que ça peut donner chez une toute jeune femme. Hein. Donc, on ne l'a pas laissé évoluer si longtemps que ça. Vous voyez, ça se met à franchement un plan cutané qui ne va pas bien. Et là encore, avant, on ne savait pas pourquoi elle avait cette maladie. Là, c'est son membre supérieur. Et vous voyez qu'il y a une hyperplasie considérable de tout son réseau canalaire lymphatique, qui est très anormal, et qu'on va retrouver au niveau, vous vous rappelez, cette main qui n'est vraiment pas une belle main du tout, avec des vaisseaux lymphatiques, même en distalité. Et on les voit malgré le fait
qui est un lymphodème, on les voit relativement en distalité. C'est juste pour vous montrer que bon, ça peut donner des indications au chirurgien plasticien qui, dans ce cas-là, a fait un boulot particulièrement impressionnant. Donc voilà, la pathologie la plus fréquente en matière de pathologie lymphatique, c'est clairement le lymphodème. C'est une pathologie très, très, très fréquente. Le lymphodème, c'est, il ne faut pas en voir partout, mais c'est les grosses jambes à partir d'un certain âge. On dit très, très, très souvent un lymphodème. Bon. En dehors du lymphodème, bah, on a toutes les malformations kystiques, et je vais de nouveau vous montrer, là encore, dans le cas de la promenade, une des plus fréquentes, la plus connue probablement, l'infrangiome kystique cervical, dont à peu près tout le monde a entendu parler, puis après on pourrait se lancer dans des trucs beaucoup plus complexes. Juste pour vous montrer le rétropéritoine. Le rétropéritoine, c'est de là dont va partir le canal thoracique. Et vous montrer, ça c'est normal, il est riche, le système canalaire lymphatique. Et assez bizarrement, c'est vraiment comme une empreinte digitale, c'est jamais le même. Vous voyez, c'est ce que Pequet, le célèbre Pequet, appelé la citerne de Pequet. Vous voyez, il n'y a pas une citerne de Pequet qui soit la même d'un individu à l'autre. C'est tout à fait amusant. Très souvent, il n'y a pas de citerne de Pequet. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis rendu compte que Pequet avait menti. Il y en a beaucoup moins souvent que ce qu'il disait. En fait, très souvent, il n'y a pas de système de Pequet. Le lymphangiome kystique, je vous en montre. Donc, c'est ça, un lymphangiome kystique dans le mésentère. J'ai perdu là. C'est pas grave du tout. Les boules, là, ça correspond à donc une dilatation. Je crois qu'il y a peu de piles. Si quelqu'un a besoin après, il faut. Je pense, mais ce n'est pas urgent du tout. Donc, lymphangiome kystique, qu'est-ce que c'est dans l'immense majorité des cas? C'est sur le réseau canalaire lymphatique, un endroit où il manque des lymphatiques pour une raison X. Et donc, il se forme une boule qui montre le défaut de communication avec le reste du système canalaire. Alors, on peut en faire une sémiologie lympho-IRM, sans grand intérêt. Macrokystique quand c'est gros, microkystique quand c'est petit, et puis lymphangiectasie quand c'est plutôt des canaux. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc là, celui-là, il faut appuyer sur le rouge. Ouais, le premier coup. Merci beaucoup, il marche très bien. Donc voilà, juste un exemple de scanner, vous voyez, c'est cette boule-là, un lymphangiome kystique rétropéritonéal. Vous voyez qu'en dessous, il y en a un autre. Alors, en IRM classique, on voit bien le truc, et quand même, en lympho-IRM, eh bien, l'intérêt, c'est vraiment de nous faire comprendre comment ça fonctionne, parce que ça communique très clairement avec le réseau lymphatique rétropéritonéal, et ces deux petits lymphangiomes communiquent comme ça. Vous voyez, on peut tourner, c'est du 3D évidemment, et hop, ça communique comme ça. Voilà, de profil. Alors, ça, c'est très fréquent. C'est de lymphangiome kystique, c'est susclaviculaire, c'est vraiment de grande banalité. Chez l'enfant, notamment, c'est souvent un truc qu'on va scléroser. C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment compliqué, la pathologie lymphatique. C'est-à-dire, vraiment, ça, c'est facile. C'est juste une boule qui communique avec rien. Donc, tout va bien. On va pouvoir le scléroser sans souci. Mais regardez celui-là. Celui-là, en imagerie classique, on a l'impression qu'il y a un truc là, pas grand-chose. Regardez, en fait, en lympho-IRM, vous voyez, c'est quand même autrement plus étendu. Puis le système canalaire lymphatique n'est pas tout à fait normal en regard. Et celui-là, c'est pareil, hein, c'était ce lymphangiome qui nous intéressait. Bon, vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup plus que ça, puisque associé à ce lymphangiome, il y avait des lymphangiomes dans la paroi, il y avait des lymphangiectasies périrénales, il y avait un canal thoracique qui était remplacé par des lymphangiomes, il y avait des lymphangiomes contralatéraux, il y avait un chyothorax bilatéral. Bon, bref, il y avait beaucoup de choses. C'est des maladies compliquées. Et puis, également, ça, c'est pas inintéressant, ça, c'est un lymphangiome kystique. Bon, mais regardez, en lymphangiome, il communique complètement avec le canal thoracique. Donc, du coup, on se dit, tiens, celui-là, on a sclérosé, est-ce qu'on n'a pas injecté le produit sclérosant dans le canal thoracique? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on apprend avec cette technique des choses que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas avant. Pareil, ce lymphangiome kystique, il paraît comme les autres
il est bizarre parce qu'il y a des calcifications dedans. Et en lymphangio-IRM, on se rend compte qu'il ne ressemble pas du tout aux autres. Parce qu'en fait, ce n'est pas un lymphangiome, c'est un hémolymphangiome, hémangio-lymphangiome. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu de composantes lymphatiques et beaucoup de composantes veineuses. Là encore, on n'a pas forcément envie d'aller scléroser comme les autres, banalement. Et puis après, et là, on peut rentrer, comme il y a des lymphatiques à peu près partout, ben, il y a des malades qui ont qu'on appelle des GLA, hein, qui ont des anomalies lymphatiques un peu partout et qui font des choses tout à fait impressionnantes. Vous voyez, une jeune fille qui a un lymphangiome kystique péricardique, un autre ici, mais elle a également des lymphatiques qui sont dans ses alvéoles pulmonaires, les comblés. Elle a un petit épanchement pleural bilatéral. Ça, j'en ai tout seul au bon moment, c'est trop, trop bien. Ici, donc, une anomalie lymphatique très diffuse. Vous voyez, des lymphangiomes kystiques. Ah, là, ça allait trop vite. Là. Désolé, mais je vous assure, j'appuie sur rien. Enfin, je crois que ça passe tout seul. Il y a une minuterie qui s'est mise en marche. Ça arrive. Des lymphangiomes kystiques cervicaux. Et quand on passe à la lymphangiome IRM, c'est juste pour montrer que on a. Alors, est-ce que ça rajoute quelque chose? Ça montre bien l'organisation, vous voyez, canalaire de ces lymphangiomes kystiques qui communiquent avec d'autres machins, qui communiquent avec d'autres trucs, il y en a partout. Et ça révèle même, là, on est au niveau de la paroi antérieure, des vaisseaux lymphatiques que même Rouvière, qui a écrit un bouquin entier sur l'anatomie lymphatique, ceux-là, il ne les avait pas vus. Je crois que c'est le dernier exemple que je voulais vous montrer d'une dame qui vient au début parce qu'elle a une chylurie. Une chylurie, c'est-à-dire que son urine, c'est du lait parce que la chyle, c'est-à-dire la lymphe qui récupère la graisse de l'intestin, communique avec ses cavités rénales. Bon, vous voyez, une IRM classique, on ne voit pas grand-chose. On voit ce truc blanc, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà en lympho-IRM. Donc là, le cas, c'est pour Kinney, évidemment, avec le bassinet. Et vous voyez tout ça, c'est les lymphatiques qui communiquent directement à cet endroit-là. Puis on se rend compte qu'il y a des trucs bizarres là. Vous voyez, ça devrait être le canal thoracique. Et il est vraiment trop bizarre. Donc on se dit, tiens, on va regarder dans le thorax ce qui se passe. Et dans le thorax, alors vous n'êtes pas très habitué de l'imagerie lymphatique thoracique, évidemment, mais tous ces trucs-là, c'est des lymphangiomes, c'est complètement pathologique. Il y a en plus des lymphangiectasies. C'est une maladie vraiment très compliquée. Et puis, on se rend compte qu'elle est un peu tordue de la colonne vertébrale. Donc, on regarde son rachis et on se rend compte dans son rachis qu'elle a cassé 1, 2, 3 vertèbres. On regarde l'anomalie lymphatique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le célèbre syndrome de Gorham-Stout, c'est-à-dire l'atteinte lymphatique osseuse. Bon, voilà, c'est des maladies rares. Et évidemment, je permettrais de dire que c'est absolument non invasif, ce n'est pas encore top, hein, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a vu précédemment. Vraiment, on est en train de marcher avec des gros godillots, là où on a eu une présentation faite avec des ballerines, mais bon. Oui, je crois que ça c'est assez original, et voilà, ça peut servir dans les pathologies lymphatiques qui était un pan de la pathologie vraiment pas bien connu et qui est plutôt très marrant. Bon, voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour une pathologie que je veux dire que nous on ne connaît pas très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je pense Allons-y. que c'est moi qui l'ai minuté, mais je ne l'ai pas fait exprès. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, pour info, ce matin, j'ai parlé du lymphodème, donc c'était, vous arrivez pile dans le scope. Et moi, j'ai deux questions qui sont assez différentes sur ce que vous avez montré. Déjà, récemment, il y a des études qui ont été faites en Allemagne sur la lympho-IRM chez l'animal. Ils ont montré deux systèmes deux voies de drainage, que tout ce qui était intrapéritonéal passait plutôt par les capillaires du diaphragme et que tout ce qui était intestinal remontait directement dans le canal thoracique. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ça n'a pas été fait chez l'homme. Et est-ce que vous avez déjà pu imager ça? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est vous vous intéressez aux malformations lymphatiques, certes, mais est-ce qu'on peut imaginer de faire des lympho-IRM chez des patients atteints d'anévrisme ou des pathologies où les lymphatiques ne semblent pas être impliqués pour voir si justement ils n'auraient pas une implication? Peut-être. À la première question, oui, de nouveau, hein, j'insiste sur le fait que
Vraiment, l'anatomie lymphatique est extrêmement compliquée, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on regarde le drainage lymphatique du foie, hein, pour prendre un exemple, il y a effectivement un système qui est périportal, qui va regagner lymphatique du mésentère, et il y a un système direct qui va directement au canal thoracique en remontant le long de la veine cave, et il y a un troisième système antérieur, enfin, etc. C'est terriblement compliqué, l'anatomie lymphatique. C'est très compliqué. Mais oui, on peut le faire. Alors, j'ai évidemment pas parlé également des conséquences thérapeutiques que ça peut avoir. On peut faire des tas de choses, mais là, c'est vraiment un autre versant de cette pathologie. Oui. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des systèmes de quantification, je pense notamment pour les membres inférieurs, pour avoir fait des valeurs seuil pour dire s'il y a une atteinte ou pas? Oui, mais ça, vous voyez, c'est vraiment une imagerie débutante. En l'occurrence, il y a un système de classification que j'ai proposé il y a une dizaine d'années. Je suis le seul à l'utiliser, bien sûr. Mais bon, j'espère qu'un jour, on s'en servira. C'est vraiment, on rentre dans un domaine qui était vraiment pas connu, hein, l'imagerie de l'infodème. Il faut remonter en arrière dans les années 50 avec des techniques invasives, Kinmans et tout ça. Puis après, ça s'est arrêté parce qu'on ne savait pas faire. Donc, on commence. Ça se développe, hein, très clairement. En France, on a créé maintenant, on est en train de faire un petit annuaire national. On a une dizaine de correspondants à peu près. Oui, c'était ma question. Quelle est la diffusion de cette technique-là? Parce que je pense que ça doit intéresser les gens. Je ne sais pas, à Cognac-Jet, ils font des lymphatiques, des anomalies lymphatiques. Oui, c'est sûr que Cognac-Jet, ça les intéresse. Mais effectivement, on a là pour l'imagerie, on a créé un annuaire et un réseau national. Et on essaie tranquillement de disséminer la technique, qui n'est pas très compliquée à mettre en place. Enfin, il y a deux obstacles. La première, c'est quand même la mettre en place, la technique, qui est quand même pas, c'est pas on-off, et l'interprétation. L'interprétation, au début de lymphatique, on ne connaît pas. Donc, quand on voit ces images-là, on n'y comprend rien. Donc, il faut du temps. Donc, il faut accompagner les gens pour... voilà. Oui, vas-y. Alors, il y a eu un grand progrès avec ce que tu fais, Lionel, c'est que on a découvert finalement devant une pathologie deux patients qui se ressemblaient, finalement deux pathologies, voire des pathologies très différentes. Et donc, ce qu'on voit pour l'instant, entre guillemets, une grosse jambe, un gros bras, c'est sûrement beaucoup plus hétérogène en termes de physiopathologie et de mécanisme de l'infodème. Donc là, je crois que c'est un des pas, comme la génétique va le faire en faisant à côté, c'est un pas aussi énorme parce que c'est une maladie qui va être démembrée petit à petit pour avoir préciser de quelle atteinte on parle. Et tous les patients ne sont pas du tout identiques. Et alors justement, est-ce que moi j'ai eu l'impression qu'une des conséquences c'était qu'on imaginait que les choses étaient très limitées et qu'en fait on trouvait qu'elles étaient beaucoup plus diffuses? Tout à fait. Ça dépend. C'est-à-dire, Ça dépend. vous avez vu, non, mais c'est un peu ce que j'ai montré. On peut avoir un lymphangiome. On va prendre l'exemple tout simple d'un lymphangiome kystique cervical, banal. Le gamin, on s'en rend compte parce qu'il y a une petite tuméfaction. Ça peut être que ça. Je déconseille de le scléroser sans regarder ailleurs, parce que ça peut être vraiment la partie sortante de l'iceberg avec des tas de trucs terribles, et en touchant au lymphœdème, au lymphangiomes, on peut faire des catastrophes. Et là, maintenant qu'on sait que c'est en train d'être démembré sur le plan génétique, ou que du moins on commence à y penser sérieusement pour les lymphatiques primaires et le fait qu'il y ait des liens avec les anomalies veineuses, etc., est-ce qu'il y a un système qui est mis en place? Enfin, je ne sais pas, au niveau national, est-ce que vous avez réfléchi à ça pour faire des sous-groupes dans lesquels on puisse regarder s'il y a des... Alors déjà pour les lymphœdèmes, notamment avec les formes dysplasiques et hyperplasiques, c'est quand même une forme mineure par rapport à ce qu'on voit. On a l'impression que les localisations ne sont pas les mêmes. C'est plus proximal dans les atteintes dysplasiques, hyperplasiques, et plutôt distal dans les formes hypo ou aplasiques. Donc là aussi, on va commencer, je pense, à faire une classification entre guillemets entre la radiologie et la clinique. On en est à peine là, hein. Mais ça avance. Mais les centres qui font dans le lymphatique, l'anomalie lymphatique primaire, ils ont tous cette pathologie, cette technique-là, ou ils l'utilisent tous? Non, ils n'ont pas tous, et ils n'ont pas tous aussi, faut être honnête, la compétence qu'a Lionel arrivé sur la description précisément des anomalies qu'ils voient. Et ça, j'imagine que ça peut être centralisé, ça, la relecture, non? Oui, on peut le faire. Et puis surtout, ce qui est plus intéressant, c'est de disséminer. C'est ce que j'essaie de faire. Hein. Voilà,
quand je prends mon petit cartable et que j'essaie de faire des communications, c'est un peu pour disséminer la technique et l'interprétation. Et évidemment, avec la communication des images très facilement, c'est très facile d'aider les gens à distance. Après, il faut trouver des gens intéressés. C'est compliqué la pathologie lymphatique. Il n'y a pas grand monde dans un CHU. Même dans un CHU, on ne trouve pas forcément un spécialiste de lymphatique. Hein. C'est vraiment des pathologies très mystérieuses. Hein, nous, il paraît qu'il y a des centres de référence. Oui, tout à Peut-être qu'on fait. pourrait leur demander. Bon, je crois merci beaucoup de cet aspect lymphatique et imagerie qu'on va peut-être pouvoir développer au niveau de la filière, puisqu'effectivement, il semble y avoir une certaine logique.